comme pour Bilal. Donc, à première vue, le secteur bancaire, il a pu quand même résister au choc. Est-ce que tu partages d'abord ce point de vue en étant à l'intérieur du système? Sinon, quelle est l'ampleur de l'impact? Ça, d'une part. D'autre part, il me semble intéressant de savoir quel sera l'impact des mesures déjà prises budgétaires et monétaires, des mesures prises par le gouvernement. Quel est l'impact ou bien quel sera l'impact sur le secteur bancaire et de l'assurance? À toi la parole. Merci beaucoup, mon cher Aram. D'abord, merci à l'IT Business School pour cette invitation. Merci, Madame Belbouhouch. Merci, Jihed. Très heureux d'être panéliste parmi des amis, Hakim, Fatma, Bilal, et un plaisir de rencontrer Monsieur Vacher. Donc, merci beaucoup. Merci encore pour l'invitation. Je vais essayer d'aller droit au but pour le traitement un peu des questionnements que tu viens de partager maintenant. En fait, aujourd'hui, ce qu'on remarque sur le secteur financier, c'est que en termes d'impact financier majeur sur le secteur bancaire, comme a cité Bilal notamment, la situation de la pandémie Covid-19, elle a impacté plusieurs secteurs économiques de façon directe, le tourisme, la restauration, le transport, le pétrole, les commerces non alimentaires, les activités culturelles et récréatives, le BTP et la construction ont été les secteurs les plus durement touchés. Lorsqu'on parle de durement touché, on parle d'une baisse d'activité qui oscille entre à peu près 60% et 100%. Et donc, d'autres secteurs, en revanche, ont mieux résisté et se sont révélés plutôt contracycliques. Par exemple, les filières alimentaires. Les filières alimentaires se sont retrouvées dans une situation plutôt favorable pour la situation de la pandémie. Tous les secteurs liés à l'information en ligne et les télécommunications, la livraison à domicile et certaines filières textiles spécialisées, notamment dans le secteur de la santé. Donc, le Covid-19, il a créé des opportunités et il a détruit d'autres activités qui n'étaient pas censées affronter une situation de confinement. Et donc, cette situation a impacté la cartographie des risques des banques et donc la qualité des engagements qui sont portés par les bilans des banques. Donc, on a eu, après la crise, un pic de demande de nouveaux financements, mais aussi un pic de demande de rééchelonnement des financements existants. Le DG de la Société Générale, Frédéric Oudéa, est sorti il y a une semaine ou 10 jours pour dire qu'ils ont fait en 2 mois la production d'une année en termes d'engagement nouveau ou de rééchelonnement d'engagement existant. Et donc, dans cette période-là, l'impact financier sur le secteur bancaire est d'abord, on peut le citer en deux grands points, en 3 grands points. Le premier point, c'est la montée des NPL, des Non-Performing Loans, donc pour la banque de détail notamment, donc les impayés, la montée des impayés. Le deuxième point, c'est la chute des valeurs des actifs et des sous-jacents pour le pan plutôt de la banque de financement et d'investissement. Et puis, on a une montée des comportements averses au risque, donc réduisant les activités, réduisant les transactions et matérialisant des fuites de capitaux d'une zone géographique à une zone géographique ou de secteurs en crise à des secteurs peut-être contrastés. Donc, les déséquilibres nouveaux pour le secteur bancaire en matière de liquidité et de solvabilité et une montée du coût de risque qui pose des questions d'incertitude, des questions incertaines autour de la soutenabilité des opportunités et du rebond économique post-crise. Donc ça, c'est grosso modo l'impact de cette pandémie sur le secteur bancaire et comment elle se matérialise. Le deuxième aspect qui pourrait apporter une réponse à tes questionnements introductifs, Aram, c'est quelle est l'évolution des comportements et quelle est la transformation numérique forcée du secteur bancaire dans cette situation de pandémie. Je souligne bien le mot forcé. Pourquoi? Parce que
D'abord, il faut mesurer les conséquences en termes de confinement des clients et de confinement des salariés. Pour le confinement des clients, il a conduit à une chute de la fréquentation des agences physiques et à une hausse de la sollicitation de tous les canaux de distribution et de communication à distance. Le confinement des salariés, en revanche, il a conduit à tolérer un niveau élevé de télétravail avec de nouveaux enjeux. D'abord, le télétravail n'est pas systématique et culturellement acceptable partout dans toutes les banques, en tout cas pas au même niveau d'acceptabilité et pas sur tous les métiers. Mais la situation de pandémie a forcé la main aux banquiers, y compris ceux qui ont pris les devants depuis quelques années. Donc, c'est quoi les enjeux en termes de télétravail? C'est d'abord la sécurité des échanges numériques. On est dans un secteur réglementé qui est le secteur de la banque. On échange des données financières sur nos clients. On échange des données financières sur notre stratégie. Et donc, la sécurité des échanges est très importante. Le deuxième enjeu, c'est la disponibilité d'une bande passante suffisante pour gérer ces échanges sécurisés. C'est-à-dire que lorsque je dimensionne la bande passante de mon système d'information, je ne prends pas en compte une pandémie où tous mes salariés sont chez eux. Je prends une bande passante qui tient pensant de 10%, 15% des salariés sont en télétravail. Mais aucune banque n'est véritablement préparée, n'a été véritablement préparée à cette situation-là. Et le troisième enjeu, c'est surtout la mise en place de processus de secours ou de contournement pour assurer la continuité de l'activité et notamment en mobilisant ce qu'on appelle les technologies latentes. Le concept de technologie latente est un projet de recherche qui est en cours entre l'Université de Nantes et des amis à la Business School de Dijon relevant de l'Université de Dijon et qui disent qu'il y a des technologies qui étaient peu sollicitées dans la banque ou dans le secteur bancaire, dans les entreprises en général avant la pandémie. Et là, maintenant, ils deviennent absolument importants, comme la visioconférence, par exemple, ou comme certains outils de collaboratif et de chat et de partage. Et donc, les banques qui ont pris de l'avance en matière de stratégie multicanale, qui ont pris de l'avance en matière de transformation du réseau d'agences physiques, qui en ont réduit le coût, qui ont redéployé les activités de manière plus rentable, notamment en respécialisant les agences, qui ont déjà aussi expérimenté en partie le télétravail, étaient préparés à la situation de la pandémie. Pour un peu clôturer ce qui se passe, le dernier aspect sur lequel je voudrais partager un peu ma vision des choses, c'est de nous poser la question collectivement, mais qu'est-ce qui se passera aux banques avec la pandémie et avec l'émergence des fintechs et des GAFA? Les fintechs, c'est ces startups innovantes dans le secteur financier qui concurrencient directement un secteur bancaire un peu vieillot, un peu conservateur, qui a du mal à sortir des innovations, etc. Et puis, les GAFA. Les GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, qui commencent à concurrencer les banques sur l'offre de services financiers. Je vais commencer par ce dernier point, par quelques chiffres. Si on somme la capitalisation boursière d'Apple, d'Amazon, de Google et de Facebook, on est entre 500 milliards et 900 milliards de dollars de capitalisation boursière. Ils sont de 40 à 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires. À peu près 310 millions à 2,2 milliards d'utilisateurs pour Facebook, d'utilisateurs actifs, donc une clientèle déjà existante. En gros, l'ensemble de Apple, Amazon, Google et Facebook représente ensemble 3 fois le total des actifs des 100 premières banques africaines. Et ces acteurs-là, ils ont commencé à distribuer des cartes de paiement, ils ont commencé à distribuer des polices d'assurance et ils ont commencé même à donner du crédit. Et donc, maintenant, en situation de pandémie, lorsque les agences sont fermées et que Internet fonctionne, ben, ces acteurs-là reprennent de l'importance dans la vie des clients et donc profitent d'un effet d'aubaine par rapport à la situation. Et donc, ce qui va se passer, c'est que à terme, les banques aujourd'hui vont accélérer les opérations de rapprochement qui ont commencé avec les fintechs et avec les GAFA,
Je rappelle que 32 fintech aujourd'hui dans le monde sont valorisées chacune à plus de 1 milliard de dollars et qui ont levé, ne serait-ce que l'année dernière, plus de 20 milliards de dollars d'investissement. Donc, les banques classiques, avec une pandémie qui a mis le numérique au devant de la scène, vont devoir s'interroger sur leur avenir. Et ça nous mènerait aussi à nous interroger sur l'avenir des banques que nous avons aussi dans notre cher pays, la Tunisie, sur leur niveau de maturité technologique, leur prédisposition à prendre le tournant des fintechs, de la collaboration avec les GAFA, parce qu'il ne faut pas les voir comme des compétiteurs directs, il faut les voir comme étant des partenaires dont on peut profiter de leur agilité, de leur, je dirais, avant-gardisme technologique, de leur expérimentation. Ils ont des expérimentations qui ont échoué. Facebook a tenté de lancer une monnaie, ça a échoué. Mais néanmoins, la Chine vient de lancer le IRMB, qui est une monnaie de banque centrale électronique et qui est appelée visiblement, selon les autorités chinoises, à supplanter le dollar. Là, c'est une véritable, je dirais, révolution monétaire et financière, voire même une déclaration de guerre à l'égard des États-Unis.